deuxième fois qu'elle vient en Tunisie. Hélène Van den Brink, elle est pharmacienne, spécialiste en droit de la santé, en économie, et gestion des services de soins. Elle est maître de conférence à la faculté de pharmacie de Paris 11, Châtenay-Malabry, au département de droit et d'économie pharmaceutique. Elle est responsable de la filière officine à la faculté de pharmacie Châtenay-Malabry et d'une unité européenne préparation à l'exercice officinal. Ces thématiques de recherche sont les médicaments orphelins, les médicaments pédiatriques, la maîtrise des dépenses de santé, l'accès aux médicaments et la réglementation de l'officine. Moi, j'ai toujours souhaité que pour cette journée, il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui a rapport à la législation pharmaceutique pour l'officine. Et je crois que Hélène va nous répondre dans cette conférence sur l'évolution du métier de pharmacien d'officine. Merci. Je ne sais pas s'il fonctionne. Il fonctionne ? Oui. Merci Rida pour ces quelques mots fort élogieux. Je voulais quand même juste apporter une petite correction. Ce n'est pas une unité européenne, hein. C'est une unité d'enseignement. Non, je ne travaille pas encore au niveau de l'Europe. Peut-être un jour, mais ce n'est pas le cas. Alors, avant de commencer, je tenais tout d'abord à remercier Madame la Présidente, et également tous les membres du Conseil régional de l'Ordre de m'avoir invité à cette conférence, cette 11e journée pharmaceutique de Sousse. Et je voulais vous dire que j'étais ravie d'être parmi vous, que je suis toujours agréablement surprise par, je dirais, votre enthousiasme, votre gaieté de vivre, et surtout votre hospitalité, parce qu'à chaque fois, c'est la deuxième fois, donc je dirais à chaque fois c'est peut-être un peu gros, enfin, peut-être un peu grand quand même, c'est que la deuxième fois, mais c'est vrai que pour cette deuxième fois, je suis toujours bien accueillie, c'est vraiment très agréable. Je remercie aussi l'auditoire, puisque vous êtes là, donc ça veut dire que vous éprouvez manifestement un intérêt pour les conférences, et notamment pour la mienne, j'espère. Donc j'espère que vous allez également approuver cette conférence. Et je vais terminer sur ces remerciements, je pense que j'ai fait le tour. Et on va donc passer à l'évolution du métier de pharmacien d'officine. Alors pourquoi ce sujet? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Finalement, le pharmacien d'officine, il a toujours cherché sa place. Il a, je dirais, trouvé sa place. Et pourtant, on va lui demander d'évoluer. Alors pourquoi on va lui demander d'évoluer? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, tout d'abord, c'est que si on regarde la plupart des textes juridiques, eh bien, on se rend compte que finalement, le pharmacien d'officine, les activités qu'on lui donne d'un point de vue légal, ça va être tout simplement la dispensation et la préparation du médicament. Or, comme vous l'avez bien dit, eh bien, en fait, ce n'est pas que la dispensation et la préparation du médicament. Le pharmacien, il va également effectuer d'autres services, qui sont notamment le suivi, l'éducation thérapeutique du patient. Il va y avoir aussi la prévention, l'information du patient. Et donc, c'est vrai que ce sont des services que fait le pharmacien. Or, ces services ne sont ni reconnus, ni valorisés. Et donc, c'est pour ça, déjà, c'est une des premières raisons. La deuxième, je dirais que cette deuxième raison, c'est surtout parce que les caisses nationales d'assurance maladie des différents systèmes de santé se sont bien rendus compte qu'en fait, le pharmacien avait une position très stratégique et que c'était un acteur incontournable. C'est un acteur stratégique parce que finalement, c'est cet acteur-là qui va permettre de rationaliser les soins. Et donc, il va falloir utiliser ses compétences au mieux. Et à l'heure actuelle, elles ne sont pas suffisamment exploitées. Et puis enfin, je dirais la dernière raison, c'est tout simplement aussi parce que la profession veut évoluer. On voit souvent le pharmacien d'officine comment? Comme un commerçant. Un commerçant qui distribue des médicaments. C'est quand même une image assez négative. Après, quand même, le nombre d'années qu'on a pu faire d'études, c'est quand même assez négatif. C'est aussi un professionnel de santé. Et cet acte, finalement, ce professionnel de santé, il n'est pas suffisamment reconnu. D'ailleurs, on le verra, rien que par sa rétribution, par sa rémunération, c'est une rémunération comment? C'est une rémunération la plupart du temps qui se fait par le prix du médicament et non par le service qu'il a réellement rendu. Et donc c'est ça qu'il va falloir réellement mettre en avant, que la profession va devoir démontrer. Et du coup, eh bien, on se rend compte qu'il y a une évolution, et c'est ce que je vais vous montrer, il y a une évolution vraiment, déjà au niveau européen, mais ça va certainement venir en Tunisie, il y a une évolution, on se rend compte qu'il faut aller de l'avant. C'est vrai que ça peut faire peur, mais il va falloir saisir ces opportunités pour montrer que le pharmacien a les compétences, qu'il peut les prendre
et qu'il doit être reconnu, et donc que sa rémunération soit revalorisée comme il le faut. Donc c'est ce que je vais vous montrer au cours de cette conférence. Alors en guise d'introduction, il n'est pas sans intérêt en fait de reparler un peu des origines de la profession, puisque finalement l'exercice de l'art pharmaceutique, même s'il est chose ancienne, on se rend compte que finalement cet exercice, il a dû s'individualiser par rapport à la médecine au départ. Et ça n'a pas été évident. Parce qu'au départ, finalement, médecine, pharmacie, c'était dans ça se retrouvait finalement dans le même personnage, le médecin prescripteur. Le médecin prescrivait et il préparait les médicaments. Et puis, peu à peu, ça a évolué. Et finalement, je dirais que les origines de la profession d'apothicaire ont débuté où? Eh bien, à Bagdad, à partir du 7e siècle. Donc, c'est quand même intéressant de voir finalement que c'est l'Empire arabe qui est à l'origine de la profession d'apothicaire, et non pas l'Europe. Quand on regarde l'Europe, eh bien, finalement, ça a mis beaucoup plus de temps, puisqu'il a fallu attendre le XIe siècle, et finalement, cette profession, elle s'est mise en place entre le XIe et le XIIIe siècle. Alors, quoi qu'il en soit, est-ce que l'on peut dire que cette séparation médecine-pharmacie permettait à la profession de revendiquer son autonomie? Le penser serait fort optimiste, parce que finalement, pendant des siècles, eh bien, le pharmacien, il a dû, d'une part, s'individualiser par rapport au médecin, mais il a dû aussi s'individualiser par rapport au métier d'épicier. Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai que le pharmacien est un acteur de santé qui est reconnu. C'est un acteur de santé qui a un rôle dans la maîtrise des dépenses de santé, mais il y a différents éléments qui nous laissent à penser que ce métier doit évoluer si le pharmacien veut préserver, je dirais, sa position, s'il veut conforter sa position. Alors les différents éléments, il y en a plusieurs. Tout d'abord, ça va être le durcissement des politiques de maîtrise des dépenses de santé. Ça va être aussi l'évolution de la société et les attentes des patients envers les pharmaciens. Le mouvement d'ouverture du monopole pharmaceutique, notamment en Europe. On se rend compte qu'il y a réellement un mouvement d'ouverture de l'Europe, hein. Enfin, il y a un mouvement d'ouverture du monopole. Et du coup, le pharmacien va être obligé de repenser son métier. Alors, dans un tel contexte, je crois qu'il n'est pas inintéressant, finalement, de dégager quelques pistes de réflexion quant à cette évolution. Alors, pour ce faire, j'ai plus particulièrement pris l'exemple de la France, puisqu'en ce moment, il y a vraiment tout un changement. Et la France, ça n'est pas suffisant, en l'occurrence, puisque finalement, il faut quand même connaître la conception communautaire du métier de pharmacien d'officine pour pouvoir comprendre cette évolution. Donc, dans un premier temps, eh bien, j'aborderai le pharmacien d'officine au niveau de l'Europe. On va voir finalement les activités de ce pharmacien d'officine au niveau européen. Et puis, dans un second temps, on va étudier le pharmacien d'officine en France et on verra quelles sont les nouvelles missions auxquelles il prétend. Alors, nouvelles entre guillemets, vous verrez pourquoi. Et finalement, ces nouvelles missions vont certainement lui donner la possibilité d'avoir une nouvelle rémunération, et donc une rémunération qui serait plus une rémunération peut-être à l'acte, hein, un peu comme les autres professionnels de santé. Et puis pour finir, je ne pouvais quand même pas passer outre cela, j'ai fait également quelques recherches, et surtout, je dirais que Rida était très sympa, il m'a envoyé quelques éléments de réponse. Je terminerai donc sur une diapositive sur la Tunisie, c'est-à-dire quelle est à l'heure actuelle la place du pharmacien d'officine en Tunisie, et est-ce qu'il pense, comme au niveau européen, est-ce qu'il pense à évoluer ou pas. Donc je terminerai par cette diapositive. Alors, je commencerai tout d'abord par rappeler quand même que la santé, elle a fait son entrée dans les textes communautaires avec le traité de Maastricht. Donc, elle a fait son entrée à ce moment-là, avec ce traité de Maastricht, mais elle a laissé quand même toujours la compétence aux États membres de mettre en place le système voulu. Pourquoi? Parce que dans le traité de Rome, on a cet article-là, l'article 152, qui dit que l'action de la communauté dans le domaine de la santé publique
respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. Quoi qu'il en soit, donc vous voyez, on n'avait pas spécialement, chaque État était libre finalement de faire ce qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, il y a quand même eu une recherche d'harmonisation, et cette recherche d'harmonisation, elle s'est faite au niveau du secteur pharmaceutique grâce à deux directives qui ont été adoptées en 1985, l'une qui concerne la reconnaissance mutuelle des diplômes et l'autre qui vise la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie. Donc c'est finalement à partir de 1985 que la profession de pharmacien d'officine a été, je dirais, officiellement définie et réglementée en Europe. Alors ce texte, il a été ensuite abrogé et il a été remplacé par un texte global qui est la directive 2005/36/CE. Cette directive, elle a été adoptée en 2007, je dirais, en 2007, et c'est cette directive qui décrit finalement pour l'ensemble des États membres les compétences qui sont requises pour être pharmacien, et aussi elle énonce un champ minimal d'activités auxquelles les pharmaciens doivent avoir accès. Alors il en résulte pour le pharmacien d'officine les activités suivantes. Donc, vous voyez, vous avez la préparation des médicaments, le contrôle des matières premières et des médicaments, le stockage et la distribution des médicaments, et enfin la diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments. Alors dans cette directive, on voit que l'acception de la profession de pharmacien d'officine à l'échelle européenne est donc relativement similaire. Cela étant, rappelons que ce socle d'activité ne représente qu'un champ minimal d'activité. J'insiste bien, c'est un champ minimal d'activité. Et qui plus est, la directive n'a pas pour objet de les réserver aux pharmaciens, puisqu'on l'a vu, elle laisse aux États membres compétence en la matière. Quelle est donc la conséquence? Enfin, plutôt, quelles sont les conséquences? Eh bien, si on prend l'exemple de quelques pays, bien sûr, je n'ai pas pris tous les pays européens, j'ai pris juste quelques exemples. Si on prend l'exemple de quelques pays, on constate une grande hétérogénéité des modes d'exercice et des activités au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, s'il y a le choix d'une réglementation en matière d'implantation est partagée par de nombreux pays, afin notamment de garantir un maillage officinal harmonieux, on voit que certains pays n'ont pas fait ce choix, n'ont pas adopté de critères d'implantation. Notamment, il va y avoir la République tchèque, il va y avoir l'Allemagne et il va y avoir les Pays-Bas. Ah tiens, mon petit E est parti. On voit également que d'autres pays, tels que le Royaume-Uni et la Suède, n'ont pas adopté non plus de critères d'implantation, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de réglementation spéciale. Quoi qu'il en soit, ils répondent quand même, ils doivent répondre, c'est-à-dire l'implantation des pharmacies doivent quand même répondre à des besoins de la population. Mais il n'y a pas de texte qui impose. Ensuite, si la qualité de pharmacien est une obligation dans l'ensemble des pays européens pour exercer la pharmacie, la propriété de l'officine, en revanche, n'en est pas une. Donc on verra par exemple qu'on peut avoir notamment des sociétés publiques, comme en Suède, qui peuvent être propriétaires de pharmacies. Alors c'est vrai que la Suède est vraiment l'exemple typique. Vous avez l'État qui est propriétaire des pharmacies depuis 1971. Quoi qu'il en soit, après avoir fait quand même d'autres recherches, j'ai pu voir que il y a eu une ouverture en fait de ce monopole, puisque l'État a vendu un certain nombre de pharmacies. Il en a vendu, c'était en novembre 2009, il a vendu 465 pharmacies, et il a vendu ces pharmacies à des investisseurs privés. Alors c'était des chaînes ou bien des pharmaciens indépendants. Donc là, il y a également une ouverture. On peut voir aussi que la propriété n'est pas le fait que des pharmaciens, mais peut-être aussi le fait de chaînes privées. Et c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en République tchèque,
C'est le cas également en Italie et au Royaume-Uni, bien évidemment. En ce qui concerne maintenant le monopole pharmaceutique, quand on regarde le monopole pharmaceutique, eh bien on voit qu'il peut être parfois limité aux médicaments de prescription obligatoire. Et dans ce cas-là, les circuits donc, non officinaux sont généralement assurés, comme c'est le cas aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, par des drugstores. Donc aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, vous avez des drugstores qui vendent des médicaments. Et il n'y a pas un pharmacien. En revanche, dans d'autres pays, comme en Allemagne ou très récemment au Portugal et en Italie, eh bien, la compétence finalement dépend du professionnel et non pas du lieu où il se trouve. Donc, quel que soit le lieu où il exerce, le pharmacien aura la possibilité de vendre des médicaments. C'est le cas au Portugal. Il y a des grandes et moyennes surfaces qui vendent des médicaments qui peuvent même être remboursés, mais qui ne seront pas dans ce cas-là remboursés par la sécurité sociale, mais ce sont des médicaments qui sont remboursés à l'officine. Et ces médicaments se trouvent donc en grande et moyenne surface et ils peuvent être vendus, mais sous l'autorité d'un pharmacien. Donc vous voyez bien qu'il y a des pays comme le Royaume-Uni et l'Angleterre, où c'est dans les drugstores, mais là vous n'avez pas de pharmacien, puis vous avez d'autres pays, comme l'Italie et le Portugal, où là, il y a un pharmacien, ça va être sous l'autorité d'un pharmacien, mais en revanche, ce n'est plus dans une officine. Donc ça, c'est vraiment une ouverture. De même, on commence aussi à trouver, donc j'avais dit, de certains monopoles donc, qui sont sur la compétence. Et puis, par ailleurs, ce qu'il faut aussi souligner, c'est, je vais peut-être commencer par ça, par les activités, puisque je vous parle d'activités légales. C'est vrai que dans la plupart des textes juridiques, ce qui est reconnu surtout, c'est la dispensation et la préparation. Quoi qu'il en soit, on l'a vu, vous en avez déjà parlé, c'est vrai que le pharmacien ne fait pas que ça, il va bien plus loin. Et donc si on regarde certains pays, on voit bien que pour certains pays, et notamment le Portugal, c'est assez récent, d'ailleurs je vais prendre ensuite un exemple, vous avez d'autres activités qui, elles, sont légales, qui sont inscrites dans les textes depuis 2007. Et vous avez donc la prévention, le suivi thérapeutique, les réseaux de soins. Vous avez même certaines activités qui vont encore plus loin, aux Pays-Bas. On parle de consultation pharmaceutique. Et enfin, le Royaume-Uni, qui est quand même l'un des exemples, je dirais, à part, c'est que le pharmacien a carrément un droit de prescription. Il est un prescripteur indépendant, c'est ce qu'on verra. Donc là, c'est vrai qu'on peut se poser énormément de questions. Et puis, au niveau de la rémunération, c'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder cette rémunération. Quand on regarde la plupart des pays, on se rend compte que finalement, la rémunération, elle est surtout basée sur les marges des prix des médicaments. Mais il y a quand même une évolution. Cette évolution, soit il va y avoir finalement une rémunération qui sera combinée, vous allez avoir une rémunération qui sera sur le médicament et qui sera combinée à une rémunération sur l'acte. Soit vous avez une rémunération qui va être forfaitaire pour la dispensation, et éventuellement il pourrait y avoir certains services qui seront rémunérés, soit vous pouvez avoir une rémunération forfaitaire sur tous les services. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc voilà en gros pour avoir, je dirais, une vue d'ensemble sur quelques pays européens. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que parallèlement, eh bien, on a ces dernières années une forte évolution en faveur de la déréglementation du circuit officinal. Depuis le Conseil européen qui a été réuni à Lisbonne en mars 2000, eh bien, les professions libérales